Il ne s'agit pas du produit que vous vendez. Il s'agit des personnes à qui vous le vendez. J'ai redressé l'entreprise en quadruplant, voire quintuplant le chiffre d'affaires. Si vous construisez une bonne équipe autour de vous, si vous vous entourez d'un bon réseau de personnes, c'est ainsi que vous pouvez bâtir des entreprises. C'est ainsi que vous pouvez développer votre entreprise. Bonjour et bienvenue sur Dinis Guarda, l'émission podcast YouTube propulsée par businessabc.net, citisabc.com et avec domio.ai. Nous continuons à présenter des personnalités mondiales, des leaders d'opinion, entrepreneurs et figures du monde des affaires et de la technologie. Dans cette série, nous invitons des personnes que je rencontre et avec qui j'interagis dans ma vie quotidienne, mais aussi des personnalités qui viennent grâce à leur succès et à ce qu'elles ont accompli. Et aujourd'hui, je suis très enthousiaste de vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré récemment, mais qui m'a beaucoup inspiré et qui a eu un impact très important sur moi. Tout d'abord en raison de son humanité et de sa capacité à aborder les affaires et la stratégie, mais aussi de sa faculté à travailler dans des écosystèmes indépendamment des défis. Je mentionnerai aussi toutes les innovations dans les affaires, la technologie et la finance. Je souhaite la bienvenue à Chandra Goyal dans notre série. Chandra Goyal est un homme d'affaires, investisseur providentiel et entrepreneur, fondateur et investisseur chez KRT. Venture Limited, société de capital risque spécialisée dans les investissements dans les startups en démarrage et les entreprises innovantes en technologie durable et disruptive. Parmi ses clients figurent The World Play, WeHG Trading, Tonga Dive, SIA DNA Payments, Oak North et Focus Group. Leur travail inclut des spécialisations en investissement immobilier, technologie propre et accompagnement des entreprises pour intégrer les principes environnement, social et gouvernance et des solutions climatiques dans leurs activités. Chandra a été directeur général chez Carrefour et Morales, puis consultant financier chez General Electric Mana. Et il détient un master en stratégie d'entreprise et commerce international de l'Université de Leeds. Et une partie de son travail a également consisté à diriger différentes organisations. L'un des sujets dont nous allons également parler est le rôle de Chandra en tant que membre du conseil d'administration de la Soul Business Alliance, l'un des épicentres de Londres au Royaume-Uni, et une organisation représentant plus de 110 entreprises offrant des conseils en matière de licence et de droit, des opportunités de réseautage et un soutien à l'autonomisation économique au centre et au cœur de Londres. Alors Chandra, c'est merveilleux de t'avoir ici. Merci, Dinis Guarda. C'est un plaisir d'être ici. Et je serai ravi de travailler avec vous et d'en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, dites-moi plus sur la façon dont nous pouvons se... Je pense que ça a été une expérience. C'est un parcours de plus de 20 ans qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui. Et je suis vraiment honoré d'être dans votre émission pour venir m'exprimer ici. Donc, j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans l'intelligence artificielle disruptive. Je suis actuellement en voyage. Je me rends souvent à Dubaï et au Moyen-Orient pour y établir une base. Je suis la plus intéressée par la compréhension du monde de l'intelligence artificielle, plus attirée par la deep tech et plus concernée par l'aspect durable des choses. Oh, merci. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous allons commencer par toi parce que tu as un profil fantastique et je suis aussi intéressé de comprendre ton univers et la façon dont tu construis tes différentes activités. Alors, commençons d'abord par un peu de ton histoire. D'accord. Je sais que depuis ton arrivée de l'Inde au Royaume-Uni, ton histoire est aussi une histoire fantastique et inspirante. J'aimerais commencer par tes bases, comment tu as accompli ce que tu as accompli et aussi certaines parties de ce parcours. Le voyage a commencé en 1999, je dirais. C'était la première fois que j'ai obtenu une bourse pour venir étudier à Eton College et c'était une approche assez humble. À l'époque, la technologie des téléphones portables n'existait pas. Nous utilisions encore les téléphones publics BT Hanses avec des pièces d'une livre. Le voyage a commencé là. Ce voyage m'a ramené en Inde finir ma licence, puis je suis revenu ici pour mon master. Mais j'ai toujours eu l'esprit d'entrepreneur grâce à mon père, car il m'a formé depuis mon enfance à ne jamais abandonner dans la vie. Il y a toujours des défis dans la vie et il faut les affronter. Et cet esprit a toujours été mon principal objectif. Je travaille avec 3 points clés, la concentration, l'attitude et la croyance.
Et je crois que si vous avez le bon état d'esprit pour accomplir quelque chose, alors rien ne devrait vous arrêter. Étudier à Londres et à Leeds m'a en quelque sorte appris à avoir une vision sur la façon de planifier mes décisions commerciales. J'ai ensuite travaillé comme manager pour l'entrepôt Karl Fran pendant plusieurs années. Ce n'est pas le produit que vous vendez qui compte, ce sont les personnes à qui vous le vendez. Et je crois fermement que je suis quelqu'un de très sociable. Si vous construisez une relation plus solide avec vos clients, vos entreprises, n'importe quel client à qui vous parlez, si vous traitez vos... Il y a un célèbre dicton qui dit que si vous vous traitez comme vous aimeriez être traité, donc si vous traitez tout le monde avec respect, je pense que vous le recevrez en retour aussi. Je veux dire, je crois fermement que si vous fournissez des efforts soutenus, vous obtiendrez toujours le succès que vous recherchez. Et c'est très inspirant le fait que vous ayez de l'Inde à Eton et aussi d'avoir construit cela. Je pense que les gens sous-estimaient à quel point c'était important quand il était enfant. Et aussi, je dirais également tout ce que l'Inde a traversé en passant d'un pays avec beaucoup de défis à l'époque à devenir une puissance économique mondiale. Moi, je suis aussi très intéressé par ce que vous avez dit sur votre relation avec votre père, et qui est très importante pour vous. Alors, testons cela, parce que l'une des choses comme vous venez de le dire, c'est probablement le plus grand défi en ce qui concerne. On a parlé de l'intelligence artificielle, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle elle-même. L'intelligence artificielle va finalement donner du pouvoir aux humains. Tout dépend de ce que nous en faisons, de notre utilisation et de la façon dont nous pouvons prospérer au milieu des innovateurs technologiques et de la disruption. Alors, commençons d'abord par votre père et par une partie de la sagesse que vous en tirez. J'aime toujours aborder ce sujet parce que parfois, je pense que dans un podcast comme celui-ci, on pourrait se dire, d'accord, qu'on va parler des sujets de pointe, mais ces choses-là sont tout aussi innovantes que le reste. Et parfois, c'est ce qui fait la différence dans la réussite. L'échec. Et Denise, il va sans dire que nous avons tous quelqu'un dans notre vie qui est une figure inspirante et qui nous a inspirés à devenir et à être qui nous sommes. Et je crois que mon père a joué un rôle clé dans tout ce processus. À l'âge de 4 ans, il m'a en quelque sorte appris l'art de la négociation et je vais commencer par donner un très bon exemple. Je crois te l'avoir déjà dit, Dinis Guarda m'a envoyé dans 3 magasins pour acheter un crayon et m'a demandé lequel était le moins cher. Si le produit est identique mais le prix varie, où l'achèteras-tu? Cela m'a inspiré. L'art de la négociation appris de lui à 4 ans. Au fil des années, j'ai réalisé que mon père joue un rôle très important dans ma vie. J'ai 43 ans maintenant et je crois toujours que chaque matin, je lui passe encore un coup de fil et je lui parle pendant 10 minutes simplement parce que la sagesse et les connaissances qu'il possède n'ont rien à voir avec ce que j'ai. J'ai toujours pensé qu'apprendre des aînés évite de se tromper. Et c'est la clé avec laquelle j'ai toujours mené ma vie. Quand tu apprends de tes professeurs, tu apprends de tes dirigeants. Je pense que la personne clé dont tu apprends toujours, c'est ton père. Si tu as une bonne relation avec tes parents, il faut la préserver. Ils veulent toujours le meilleur pour toi. Et ils veulent toujours te voir réussir. C'est pour ça que j'y crois toujours. C'est très beau. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire des crayons? Je sais que c'est une courte histoire, mais elle est très belle et pleine de sagesse. Je me souviens que j'allais à l'école et je disais « Papa, j'ai besoin d'acheter quelques crayons. » Et il disait « D'accord, je peux y aller avec toi et les acheter, mais je veux que tu y ailles et que tu les achètes toi-même. » J'ai répondu « D'accord, pas de problème. » Alors il me donnait un peu d'argent. Il disait « Je te donne de l'argent, mais je ne te demande pas de l'acheter. Mais tu dois aller dans 3 magasins différents, essayer de trouver le prix. Par exemple, si un crayon coûte 20p ou 30p et qu'un magasin le vend à 50p et l'autre à 80p, il me demande si le crayon est le même. Je réponds « Un crayon reste un crayon. » Il insiste sur la qualité et la marque. J'ai répondu « Oui, c'est presque le même crayon que celui que je comptais acheter. » Alors il me demande « Parmi les 3, si tu fais le total et que tu trouves le prix moyen, à ton avis, quel devrait être le prix moyen ?» Alors je leur donne une moyenne et il me dit « D'accord, dans ce cas, où penses-tu que tu devrais aller l'acheter ?» J'ai dit « Le magasin est le moins cher, papa. Alors tu devrais y acheter le crayon. » Et cette compétence en elle-même m'a appris jusqu'à ce qu'il utilise réellement cette compétence. Parce que lorsque je prends des décisions commerciales importantes, que ce soit pour payer mes fournisseurs ou qui que ce soit d'autre, je demande toujours 3 devis. Et ces 3 devis me donnent une base de négociation pour savoir quel serait le prix. Cela m'aide ensuite à fixer le prix que je suis prêt à payer pour un produit. Je sais que c'est simple, mais ce genre de choses relève parfois du bon sens et de la sagesse oubliée.
Donc oui, Chandra, après avoir obtenu une bourse pour étudier à Eton, qui est l'une des écoles les plus prestigieuses et les plus chères du monde, jusqu'à construire une carrière, dis-nous ce que tu veux partager à ce sujet. Je pense que le parcours qui a commencé à Eton m'a appris, m'a donné et m'a construit pour devenir qui je suis. Je pense que j'étais le seul garçon indien dans tout l'enfer et retour en 1999. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est que peu importe qui tu dois rester toi-même et ne pas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ça m'a donné l'industrie en étant un individu et en ayant mon propre processus de pensée et mes idées que je génère dans ma tête. Je peux réaliser ces idées sans influence extérieure. C'est essentiel à retenir. Et le parcours a continué ensuite où j'ai obtenu une autre bourse pour étudier, mais évidemment je n'ai pas pu pour la simple raison que je ne pouvais pas me permettre de payer les études à ce moment-là. Et cela ne m'a pas vraiment freiné, mais je suis retourné en Inde et j'ai fait ma licence en administration des affaires. Mais cela a été un moment charnière dans ma vie où j'ai compris que je ne pouvais pas mettre plus de pression sur mon père pour de l'argent. Je viens de débuts modestes. J'ai vu ce que les difficultés de la vie pouvaient vous présenter. Donc, pendant que je faisais de mes études, j'ai cherché quelques opportunités de travail à temps partiel où je pouvais vraiment travailler et gagner un peu d'argent pour payer mes frais universitaires. Et la façon dont j'ai commencé, c'est que je travaillais sur différents événements d'exposition commerciale. J'ai alors vu une opportunité car je pouvais emmener tous mes étudiants. Ma classe et travailler dans les mêmes expositions. Et d'une certaine manière, j'ai réussi à l'époque à générer presque assez d'argent pour payer moi-même l'intégralité de mes frais de master. C'est à ce moment-là que j'ai réellement payé un diplôme entier par moi-même. J'ai reçu la lettre d'admission, une lettre d'admission sans condition. Après l'avoir obtenue, je l'ai montré à mes parents, puis je suis rentré seul à Leeds où j'ai fini mon master en commerce international. Le voyage a continué, sans jamais regarder en arrière. C'est très inspirant et je sais que chaque personne a ses propres difficultés, mais ce que j'aime, c'est les gens qui construisent avec ce qu'ils ont et qui réussissent vraiment grâce à cela. Alors maintenant, parlez-nous de votre carrière, du travail que vous faites et de vos entreprises. Mon parcours a donc commencé lorsque j'ai travaillé dans différents emplois pendant que j'étais à l'université à Leeds. Je travaillais pour une entreprise appelée Carphone Warehouse. J'y ai commencé en pensant que ce serait juste un petit boulot à temps partiel pour payer mes factures, ce genre de choses. Mais c'est vite devenu une carrière à temps plein et j'ai gravi les échelons en 6 mois. Je suis passé de responsable des systèmes à directeur de succursale en 6 mois. Ce que j'ai appris une fois arrivé au poste de directeur de succursale, c'est que cela correspondait à mon master et à la compréhension du fonctionnement du secteur d'activité dans l'industrie du commerce de détail. Je suis entré tôt dans le commerce de détail et j'ai aujourd'hui près de 20 ans d'expérience dans le retail. Et comme le dit un célèbre proverbe, le commerce de détail, c'est avant tout l'attention que l'on porte aux détails. Et tant que vous maîtrisez les détails, vous maîtrisez le commerce de détail. Et si vous maîtrisez le commerce de détail, vous maîtrisez les détails. Il y a donc une interaction. Ce parcours m'a ensuite mené à Londres en 2010. J'ai poursuivi le développement de mon entreprise de commerce de détail. Eh bien, j'ai travaillé chez Carphone Warehouse pendant quelques années. Ensuite, j'ai cherché une opportunité d'affaires et pensé que je pouvais entreprendre par moi-même. Je n'ai pas vraiment besoin de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai donc continué et je me suis trouvé une entreprise que j'ai d'ailleurs trouvée en ligne. Je suis allé dans un magasin mystère. J'ai rencontré le propriétaire de l'entreprise. Je lui ai dit que j'étais là pour acheter son entreprise. En 2013, j'ai toujours cette entreprise avec moi et là où elle en était et là où elle est aujourd'hui, j'ai en fait multiplié son chiffre d'affaires par 4 ou 5 par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. Et ensuite, j'ai continué à la faire tourner pendant la période du Covid. J'ai survécu au Covid, ouvert une deuxième entreprise à Soho et siégé au conseil d'administration de l'Alliance des entreprises de Soho, ce qui m'a donné un but. Toutes les petites entreprises ont besoin d'une voix. Et le principal objectif de la création de l'Alliance des entreprises de Soho était que nous nous réunissions tous et travaillions vers une direction commune où la voix de toutes les plus petites entreprises puisse être communiquée au conseil local, au gouvernement local, aux entreprises locales. Nous avons vite grandi en nombre. Aujourd'hui, nous avons un accès direct à tous les principaux politiciens, à tous les organismes politiques. Nous cherchons à faire de Soho un quartier d'affaires prospère grâce à l'économie nocturne en collaboration avec Michael Kahl, responsable de ce secteur.
C'est un très cher ami à moi qui est vraiment passionné par la préservation de la vie nocturne à Soho. En même temps, pendant que je faisais cela, il se trouve aussi que j'ai croisé mon ami, Olivier. Olivier est un très cher ami que j'ai rencontré en tant que client dans ma boutique, croyez-le ou non, et qui est ensuite devenu un partenaire d'affaires pour moi. Ensuite, je suis entré dans le capital risque avec lui et comprendre le monde de l'investissement était complètement différent. J'avais un diplôme dans ce domaine et j'ai toujours été passionné par la création d'entreprises et la pratique. Et ce qu'Olivier m'a appris, c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu crois en un produit, si tu crois que c'est quelque chose que tu peux faire ensemble, nous avons même élaboré un plan où nous étions en bonne voie pour acheter 25 magasins dans un rayon d'1 mile carré autour de Soho. Nous avions localisé ces magasins, mais n'avons pas pu mettre le plan à exécution à cause du COVID arrivé au mauvais moment. Et évidemment, nous ne pouvions pas exécuter le plan à cause de cela, mais cela dit, nous sommes restés en contact. Olivier a été une vraie force et un bon ami. Nous avons traversé des hauts et des bas, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à entrer dans le monde du capital risque et à devenir investisseur. J'ai une maison familiale en Inde et je suis aussi limited partner et investisseur providentiel. J'ai réalisé quelques investissements dans la deep tech. Savez, je suis actuellement en train de développer KRG Ventures, qui est ma société à Dubaï, en Inde, et peut-être aussi à Singapour. Donc, en fait, nous visons différents angles, et rencontrer Dinis Guarda a encore une fois été vraiment une chance pour moi, parce que Dinis Guarda et moi partageons la même vision. Rendre les petites entreprises plus puissantes que les grandes entreprises elles-mêmes, car les petites entreprises ont la passion de grandir, mais elles ne peuvent pas se développer parce qu'elles n'ont pas les outils pour le faire. Et je pense que ce que Dinis Guarda et moi essayons de construire ici, c'est de donner une voix aux petites entreprises, de leur offrir une plateforme où elles peuvent prospérer et se développer. Merci beaucoup, c'est inspirant. Chadra, je voudrais parler. Regardons vos magasins et la petite entreprise que vous avez créée. Et à partir de là, comment vous commencez à construire un réseau d'investissement international? À propos de l'Alliance des entreprises de Séoul, je précise pour nos auditeurs que j'interviewe parfois ici des représentants de NVIDIA, International Business Machines et d'autres grandes entreprises. Même ainsi, la véritable part de l'économie mondiale n'appartient pas seulement aux petites entreprises. En réalité, les entreprises familiales et de taille moyenne représentent la majorité de l'économie mondiale. La majorité de l'économie mondiale repose sur les micro-entreprises familiales. Les petites et moyennes entreprises sont en réalité moins nombreuses qu'on ne le pense. J'aimerais entendre cette expérience depuis votre parcours entrepreneurial, la création de votre entreprise jusqu'à votre intégration dans un écosystème de petites entreprises. Je pense que même comme entrepreneur et leader d'opinion, j'oublie souvent qu'il faut toujours avoir son écosystème, surtout dans un monde numérique. Un petit mot à ce sujet? Donc, quand j'ai créé mon entreprise, évidemment, si vous créez une entreprise, j'étais en train de travailler pour quelqu'un d'autre et soudain, on m'a confié la tâche de travailler sur ma propre entreprise. Les 5 premières années de la création de mon entreprise ont été vraiment difficiles parce qu'au final, ce n'est pas facile quand on doit porter plusieurs casquettes. Donc, vous vous occupez de tout. Vous gérez les commandes, la chaîne d'approvisionnement. Vous passez les commandes, vous vous assurez que tout fonctionne, que les factures sont payées, la comptabilité, les livres sont préparés, tout. Ce que j'ai réalisé en développant mon entreprise, c'est que je ne peux pas tout faire tout seul. Je ne peux pas avoir de copie de moi qui ferait plusieurs choses à la fois. Et c'est là que j'ai compris qu'une équipe est nécessaire. En construisant une équipe solide et un réseau de personnes engagées autour de votre objectif commun, vous pouvez ainsi bâtir des entreprises. C'est ainsi que vous développez votre entreprise. Il est donc crucial de s'entourer des bonnes personnes avec le bon état d'esprit. Et ils sont également engagés à atteindre ce que vous essayez d'accomplir au final. Et une fois que vous avez ce genre de personnes, je pense qu'il faut agir en tant que leader démocratique plutôt qu'en leader autocratique en déléguant les pouvoirs et en les laissant gérer l'entreprise pour vous. Parce que je pense que là où les petites entreprises échouent parfois, c'est dans le fait de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre pour réellement gérer les choses à votre place. Je comprends qu'il y a un mécanisme de coût à cela. Mais pour que vous puissiez grandir, prospérer et devenir une meilleure version de vous-même, vous devez déléguer le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il sorte et accomplisse réellement ses tâches pour vous.
Et je pense qu'à partir du moment où j'ai compris cela et où j'ai commencé à donner des opportunités aux bonnes personnes qui travaillent avec moi et qui font les choses, j'ai en quelque sorte transféré mes pouvoirs vers elles. Désormais, ils ont la charge de mon entreprise pour optimiser ses activités. Dès que j'ai fait cela, j'ai commencé à croître plus vite qu'avant. Parce que si je ne l'avais pas fait, alors je serais resté coincé au même endroit pendant encore 20 ans, voire 30 ans, et je n'aurais pas su ce que le monde extérieur avait à m'offrir. Pendant que je vous parle, mes entreprises tournent seules. Je n'ai pas besoin d'être présent. Voilà la liberté que vous offre votre propre entreprise. En combinant ces efforts, comme avec l'Alliance des entreprises de Soho, nous réalisons que nous pouvons être indépendants, participer aux réunions et collaborer. Je propose un service gratuit. Le poste de directeur des services aux entreprises à l'Alliance des entreprises de Soho n'est pas rémunéré. C'est ainsi, en tant que petite entreprise, que je rends à la société où je travaille. Et je pense que tout le monde est passionné par le fait de redonner à la société où il travaille. Je pense que le monde deviendra un endroit meilleur. En partageant idées et pratiques commerciales, nous avons le club du premier mardi où nous nous retrouvons tous. Nous partageons notre vision et les meilleures pratiques en affaires. Chacun apprend et prospère. Et ensemble, nous grandissons et devenons meilleurs. Oui, c'est fantastique. Et vraiment, je pense que tu as abordé 2 points, Dirki. Le fait que tu construises une équipe qui peut réellement faire évoluer ce que tu fais et t'aider à passer au niveau supérieur. Mais aussi le fait que tu construises une partie de la communauté, donc tu fais partie de cette communauté. Donc avant que nous allions spécifiquement dans ces domaines, j'ai quelques questions sur la délégation et le leadership parce que je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel tout le monde doit travailler chaque jour. Mais parlons de la Seoul Business Alliance dont tu fais partie. Donc je sais que Séoul, pour les personnes qui nous écoutent, est bien sûr le centre de Londres. Je pense que si tu vis à Londres, tout le monde le sait. Mais dans le monde entier, il y a aussi l'équivalent à New York, mais c'est l'un des quartiers les plus compétitifs du monde, disons-le comme ça. Alors, parle-nous un peu de ce qu'est la Seoul Business Alliance. Et pour ceux qui nous écoutent, on oublie parfois, mais il y a des milliards de livres dans cette zone d'un mile carré. Et il y a 1 ou 2 milliards de livres de chiffre d'affaires par an. Voici un contexte sur les chiffres et l'organisation. Donc, l'Alliance des entreprises de Soho a été créée à l'origine après le COVID. Pendant le COVID, nous avons tous réalisé que nous avions réellement besoin les uns des autres et que nous devrions avoir une voix unifiée s'il y a des problèmes du côté des licences, s'il y a des problèmes avec le conseil municipal, s'il y a des problèmes de sécurité, parce que si une seule entreprise se plaint de quelque chose, évidemment, aucune mesure n'est prise. Mais si nous nous réunissons tous ensemble et que nous comprenons qu'il y a un problème, que nous comprenons qu'il y a un souci, comment pouvons-nous résoudre ces problèmes? Pas comment. Donc, lorsque nous allons voir le conseil municipal, nous travaillons avec eux et ils sont aussi assez bons pour collaborer avec nous afin de comprendre, d'accord, voici les problèmes locaux. Comment pouvons-nous nous asseoir ensemble autour d'une même table et résoudre ces problèmes? L'Alliance des entreprises de Soho sert actuellement 180 entreprises et nous augmentons en nombre jour après jour. Nos sponsors incluent Amex, DNA Payments et d'autres grandes entreprises qui soutiennent vraiment notre initiative. Nous avons même notre propre petit groupe WhatsApp où nous communiquons tous ensemble. S'il y a un crime dans la région, nous signalons ce crime à la police de manière très efficace, mais nous communiquons aussi entre nous sur les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Si quelqu'un a besoin d'emprunter quelque chose, nous avons créé cette petite communauté pour en discuter ensemble. Nous partageons nos problèmes entre nous et nous essayons de les résoudre ensemble avant de prendre une mesure plus importante sur quoi que ce soit. Actuellement, le plus gros problème auquel nous sommes confrontés à Soho est la question du shopping détaxé de la taxe sur la valeur ajoutée, un problème auquel le pays fait face. La suppression du shopping détaxé de la taxe sur la valeur ajoutée a certainement eu un effet négatif car le tourisme à Londres a diminué au profit de la France et de l'Italie. Chaque année, nous perdons en moyenne 23,6 milliards de livres sterling de revenus potentiels pour l'Angleterre. Toutes les grandes enseignes ferment pour laisser place à de faux bars Wonka. Nous voulons que Soho vive et prospère. La principale idée des gens qui viennent du monde entier à Soho est de profiter de la vie nocturne et donc de profiter de ce que Soho a à offrir en termes d'économie nocturne. Et petit à petit, on peut voir cette économie nocturne mourir. Cependant, nous travaillons actuellement, nous travaillons avec Rishi Sunak, nous travaillons avec le ministre de l'économie nocturne, Michael Keel. Il était également impliqué.
Nous avons tenté d'organiser des réunions efficaces le matin et de souligner ces problèmes. Si le gouvernement ou le conseil local n'écoute pas, notre entreprise ne peut prospérer. Je veux dire, je comprends bien qu'avoir une économie nocturne serait bénéfique. Si plusieurs projets peuvent être testés dans le centre de Londres, il serait intéressant de permettre à une partie du centre de Londres, dans notre projet pilote, de rester ouverte 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de villes dans le monde qui sont ouvertes 24 heures sur 24. On peut certainement essayer cela avec Londres. Bien sûr, cela va aider l'économie dans son ensemble, et nous prendrons certainement plus de meilleures décisions dans l'économie. Et si ce projet sur la rue principale Oxford devient un succès, où la rue principale Oxford est ouverte 24 heures sur 24, j'ai le sentiment que nous pourrons ensuite étendre ce réseau à tout Soho. Et Soho deviendra le quartier nocturne et un laboratoire commercial mondial où les gens devront venir et essayer. Et évidemment, ils doivent dépenser leur argent et ils veulent en profiter. Et nous avons des systèmes de communication fantastiques. Nous avons toujours le système de transport le plus fantastique au monde. Et maintenant, nous avons la nouvelle ligne Elizabeth qui nous relie directement à Heathrow. Même les touristes qui arrivent ont leur vol de 3 heures sans affronter la circulation. Ils peuvent prendre la ligne Elizabeth jusqu'à l'aéroport et repartir. Tout est connecté. Nous avons amélioré la connectivité. Pourquoi ne pourrions-nous pas améliorer le système de licence? Pourquoi ne pas améliorer les horaires d'ouverture? C'est impressionnant. Et je voudrais souligner à quel point ces groupes sont importants pour une économie prospère, pour créer de la cohésion et aussi pour assurer la durabilité. Voyons les chiffres. Tu as aussi parlé d'une autre entreprise ancienne. Et donc, en termes d'économie, combien vaut ce mile carré du centre de Londres? Donc, 1 mile carré du centre de Londres, plus tout le West End, je peux dire, contribue à près de 2,5 milliards de livres sterling en taxes professionnelles par an, ce qui est un chiffre très important quand on y pense. Je veux dire, cela ajoute une très bonne valeur au produit intérieur brut du pays lui-même. Et ce sur quoi je veux me concentrer ici, et le message que je veux faire passer à travers vos canaux, c'est au maire de Londres, au maire adjoint de Londres, Harvard Ober, qui a été très désireux de travailler avec la Soho Business Alliance pour faire de ce quartier un très bon district d'affaires. Maintenant, je peux comprendre qu'il puisse y avoir un point de vue politique disant que certains résidents de Soho n'aiment pas beaucoup de bruit, ce que je comprends tout à fait. Le conseil municipal, le gouvernement et les autres instances locales devraient donc travailler sur une solution concrète comme installer des fenêtres insonorisées. Il pourrait y avoir beaucoup de solutions à envisager. J'apprécie les personnes qui vivent là depuis longtemps et je comprends qu'il y ait des problèmes. Mais si nous fermons les commerces, si nous transformons Soho en un quartier ghetto, nous ne prospérerons pas et les entreprises ont besoin de prospérer pour que l'économie puisse croître et se développer. 23,2 milliards de livres sterling de ventes détaxées ont été perdus. Maintenant, cet argent, s'il arrive dans le centre de Londres ou dans l'économie, quel type de changement cela peut-il réellement apporter à l'économie? Nous voulons attirer le tourisme ici. Parce que la force vitale de Londres, soyons honnêtes, c'est le tourisme. C'est là que Londres se développe et prospère. Maintenant, si nous allons retirer la force vitale, vous savez ce qui va se passer si la force vitale de Londres est retirée à Londres. Et nous voulons porter la couronne en Europe pour être la meilleure destination shopping au monde. Maintenant, nous sommes en train de perdre cela petit à petit parce que, évidemment, ce n'est plus attractif. Le deuxième facteur que je souhaite vraiment mettre en avant via votre réseau, c'est une police efficace. Oui, maintenant, nous savons tous qu'il y a un gros problème du côté de la police dans nos rues en ce moment. Malgré les importantes sommes collectées par les impôts, nous rencontrons encore des problèmes. Comme les vols fréquents de téléphone sur la rue principale Oxford. La police tente de résoudre ces problèmes, mais ils persistent et nous rencontrons toujours des difficultés. Je ne blâme pas la police car c'est évident. Ils n'ont pas plus de force de police. Maintenant, s'ils avaient plus d'agents sur le terrain, s'ils avaient plus de policiers dans la rue, comme on dit, une solution pourrait être trouvée. Je veux dire, nous, par exemple, nous avons la meilleure police du monde. Et je veux dire, nous avons aussi la meilleure police du monde en termes de ressources. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas embaucher plus de personnes, plus de policiers? Même sans pouvoir embaucher davantage, nous devrions avoir accès à un budget, car je sais que le ministère de l'Intérieur en alloue un à la police pour la sécurité privée ou d'autres opérations locales. Donc Mopac travaille effectivement dans le centre de Londres.
Je suis heureux d'annoncer que, après de nombreux efforts, 5 caméras supplémentaires sont enfin installées dans le quartier de Soho pour renforcer la sécurité, ce qui est une excellente initiative. Ils ont enfin écouté et agissent, mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est un sujet que je veux aborder sur ma chaîne. Et je t'en remercie, Chandra. Et je pense que cet exemple illustre bien qu'en ce moment, avec autant de technologies, autant de choses, et tu as mentionné l'intelligence artificielle, nous n'utilisons pas ces outils pour renforcer nos entreprises. Ouais, comme tu l'as dit, moi, tu peux utiliser des groupes de discussion, moi, les relations publiques, le digital et même l'intelligence artificielle pour renforcer et créer de nouvelles solutions. Je souhaite aborder ce point car selon son expérience dans cet écosystème d'affaires, c'est un des défis. C'est pourquoi j'ai créé businessabc.net. Je fais le tour du monde et ironiquement, quand je crée, je t'en ai parlé, mais je veux partager cela avec le public. À la création de businessabc.net, on me disait que le contenu de la plateforme était trop sophistiqué. En tant qu'académicien, je me suis dit que ce serait excellent n'était pas d'être académique, c'est plutôt terre à terre. Ouais. Et j'ai discuté avec de nombreuses personnalités du monde des affaires et j'ai été choqué. Donc, je pense que beaucoup de choses dont nous parlons sur cette chaîne, je ne parle pas forcément de notre conversation. Quand je parle d'intelligence artificielle, la plupart des gens veulent simplement, comme tu l'as dit, que leurs problèmes d'entreprise soient résolus. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire simplement en unissant nos forces et en créant ce genre de groupe, comme ce que vous faites. Et c'est en fait l'épicentre de Londres. Ce n'est pas comme si je parlais d'une région d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. C'est l'une des plus grandes villes du monde. Donc, je veux parler davantage de la Soul Business Alliance, de son fonctionnement, parce que je pense que ce genre de choses, la plupart des gens, moi y compris, l'oublient parfois. Vous faites partie de votre entreprise et vous concentrez sur son activité, oubliant parfois l'importance de l'humain. Tout n'est pas numérique. De nombreuses opportunités existent. Le comité de l'Alliance des entreprises est composé de personnes issues de différents horizons. Donc, vous ne croiriez pas à une alliance des entreprises de Séoul. Nous avons des personnes comme John James qui possède tout le quartier SOHO. Nous avons des chefs étoilés Michelin comme Victor Garvey. Nous avons une grande diversité de personnes au sein de notre conseil d'administration. Et c'est ça l'essence de Soho, où nous avons Georges qui vient de l'industrie de la vie nocturne. Passionné de jazz, il tente de bâtir son empire à Soho. Nous avons Pierre qui s'occupe de la partie planification et conseil sur cet aspect. Nous avons Alain qui s'occupe un peu de la partie licence. Nous avons une équipe variée capable d'aider efficacement les entreprises grâce à nos expériences diverses. Nous avons aussi Joy May, notre secrétaire pour l'Alliance des entreprises de Soho. Je pense qu'elle maintient la cohésion de l'Alliance des entreprises de Soho. Elle communique chaque jour efficacement avec tous sur les problèmes locaux ou tout ce qui doit être traité à Soho. Et ce que nous faisons aussi pour assurer une communication efficace, c'est que nous organisons régulièrement des réunions du conseil. Chaque mois, nous tenons un club le premier mardi, ouvert à tous à Soho. Chacun peut assister, s'informer sur les problèmes locaux et découvrir nos actions pour les résoudre. De cette façon, nous communiquons efficacement avec chaque membre. Et puis, nous avons les groupes sur les réseaux sociaux à travers lesquels nous communiquons pour essayer de comprendre le problème et ce qui peut être fait pour réellement résoudre les problèmes. C'est impressionnant. Voyons. Donc, vous avez mentionné que grâce à votre propre réseau professionnel, vous avez d'abord construit les magasins que vous avez créés et que vous avez développés. Et en même temps, vous commencez en partie à lancer des initiatives d'investissement autour de cet écosystème. Oui? Si vous pouviez mettre cela en avant, car c'est assez inspirant, mais aussi je pense que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont probablement préoccupées en ce moment par l'automatisation de l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses, on oublie à quel point il y a des opportunités si l'on se développe dans ces directions. En développant mes entreprises, j'ai constaté des problèmes de gestion des stocks. Il y a déjà des problèmes concernant la manière de gérer efficacement l'argent, ou comment gérer efficacement le tabac, ou comment gérer tout cela. Donc, j'ai mis en place des choses qui automatisent en quelque sorte tout le processus dans le domaine de la vente au détail. Bien sûr, tout ce que vous faites nécessite un investissement. Enfin, il faut investir pour gagner, comme le dit le dicton. Donc, si j'installe des machines où vous insérez les billets, elles rendent automatiquement la monnaie. J'installe des contrôles sur les machines qui me diront exactement combien nous vendons. Et cela nous aide pour la gestion des stocks. Ainsi, nous n'avons pas à surcommander ou à sous-commander. Nous ne commandons que ce qui est réellement nécessaire.
Et nous avons mis en place des systèmes informatiques avec le système Electronic Point of Sale qui peut prédire le type d'approvisionnement en cours, quelles sont les tendances des clients, quel est le panier moyen actuel, quelle est la valeur actuelle par transaction. Tout est regroupé en un seul système. Donc, dans mes 2 commerces de détail, j'ai investi près de 60 000 livres rien que pour créer et optimiser mes entreprises pour les 10 prochaines années. En regardant sur 10 ans, cela ne fait que 1000 livres investis par an dans ma technologie. Est-ce que cela a facilité ma vie? Oui. Mon entreprise est-elle plus optimisée? Oui. Si vous comparez les avantages et les inconvénients, tout s'additionne vraiment quand vous investissez. Je pense que tout dépend de la compréhension des petites entreprises, du besoin en intelligence artificielle et de l'existence d'un site ou d'une plateforme commerciale où elles vendent. Soudain, ils comprennent qu'ils ne peuvent gérer toutes les demandes. L'intelligence artificielle peut répondre à la plupart des questions fréquemment posées par les clients sur le site web. Par exemple, quand un magasin est-il ouvert? Quels autres produits vendez-vous? Pendant les jours fériés, quels sont les jours fériés? Êtes-vous fermé? Êtes-vous ouvert? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment être optimisées dans la gestion d'une petite entreprise. Une autre chose, je pense que les petites entreprises les rencontrent les plus gros problèmes avec la gestion des reçus, la gestion des papiers, la gestion d'autres choses. Et je pense que ce que l'entreprise ABC a fait, c'est, grâce à Dinis Guarda, d'après ce que j'ai vu du produit lui-même, c'est qu'il rationalise et construit un écosystème autour de lui avec différents services sous un même domaine. Donc, au lieu de vous connecter à 10 sites différents, vous vous connectez simplement à un seul domaine et ce domaine répond à tous les besoins que vous recherchez. Ainsi, vous gagnez temps, effort et argent, ce qui peut efficacement développer votre entreprise. Concentrez-vous sur les domaines essentiels pour votre entreprise. Oui, c'est ça, mais je pense que nous avons besoin et c'est là que votre expérience est très précieuse. Je pense que le défi pour de nombreuses entreprises technologiques est de pouvoir dépenser des millions, voire des centaines de millions de dollars sans vraiment résoudre les problèmes des gens. Je souhaite maintenant profiter de votre expérience. Je pense que nous allons approfondir l'entreprise ABC, résoudre ses problèmes et utiliser la technologie et l'intelligence artificielle. Mais je veux maintenant parler de ton expérience et c'est vraiment à propos de toi. Donc, tu as construit un réseau assez important en tant qu'investisseur d'affaires, ainsi qu'en tant que réseau avec les écosystèmes mondiaux d'investisseurs, de capital risqueur et ainsi de suite. Alors, parle-nous un peu de ce travail et de ce que tu fais de Londres à l'Inde jusqu'au Moyen-Orient. Et en ce moment, je sais que tu développes aussi beaucoup ta présence pour étendre ce réseau. Donc, parle-nous un peu de ton expérience et de tes entreprises aussi. Donc, actuellement, je suis partenaire Venture Capital chez 8588 Venture Capital qui est basé en Inde. Ils ont également une licence de fonds Securities and Exchange Board of India pour 160 crores en Inde. Et ils ont aussi un fonds Deliver aux États-Unis. En tant que membre de 888 Venture Capital et investisseur sur cette plateforme, nous voulons créer un espace réunissant investisseurs et startups. Et au milieu, nous avons le programme de mentorat. Donc, pour les startups qui estiment ne pas être prêtes à rechercher un investissement, nous faisons le lien avec ces startups, nous les mettons en relation avec les mentors et les mentors vont les former pour qu'elles soient prêtes à se lancer. Et afin qu'ensuite, nous puissions sécuriser les investissements pour elles. Donc, ce processus automatisé en lui-même est piloté par un modèle d'intelligence artificielle et de blockchain grâce auquel les startups peuvent soumettre leur dossier et le logiciel peut automatiquement identifier les éléments clés manquants qui doivent être modifiés pour que cette startup soit prête à recevoir des investissements. Donc, nous travaillons un peu sur cette technologie nous-mêmes. J'ai également réalisé quelques autres investissements dans des terrains et des propriétés en Inde. Et en ce moment, ce que nous faisons, c'est que nous nous développons à travers Dubaï parce que, évidemment, Dubaï est actuellement l'épicentre du monde des investisseurs, tout simplement parce que les politiques fiscales sont actuellement plus favorables à Dubaï qu'au Royaume-Uni en ce moment. Donc, je pense que plus d'investissements sont réalisés au centre de Dubaï. Donc, nous sommes en fait prêts. Nous sommes en train de mettre en place notre propre bureau à Dubaï et nous avons de bons partenariats stratégiques avec quelques-uns de nos investisseurs en private equity, mais aussi avec les HNI, les family office, les LP et les GP avec lesquels nous travaillons actuellement. Et nous créons un très bon flux d'opportunités qui nous aidera réellement à concrétiser des tickets de grande taille. C'est bien ce que nous faisons là-bas. Et nous essaierons également d'aider les startups
basés au Royaume-Uni qui cherchent réellement à aller au-delà du Royaume-Uni pour obtenir des investissements, pas seulement sur la plateforme britannique. Nous pouvons également aider les startups au Royaume-Uni à les placer sur la scène mondiale où elles peuvent réellement aller demander les fonds d'investissement dont elles ont besoin pour se développer et prospérer sans payer trop d'impôts. Vous avez abordé la partie mentor. Merci de mettre en avant la partie mentor, notamment Von Ahar, qui me passionne. C'est essentiel car si l'on observe Steve Jobs ou d'autres figures historiques, leur succès est probablement le plus grand de la Silicon Valley repose sur cette capacité. Mentorat. Programs. Je pense que l'élément clé pour qu'une startup réussisse, c'est de recevoir les bons conseils. Et je pense que c'est là que la plupart des startups échouent à obtenir des investissements parce qu'elles pensent que leur idée vaut des millions. Mais encore une fois, ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour vraiment examiner toute la présentation et comprendre que certains des chiffres qu'ils ont fournis ne tiennent pas la route. Ou la stratégie ou la sortie est peut-être mauvaise. Ou peut-être que le processus qu'ils essaient de mettre en place, l'idée n'est pas claire. Donc, afin d'avoir plus de mentors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de construire à nouveau un écosystème où tous les investisseurs providentiels, les Ashis qui veulent faire partie du programme de parrainage, nous les regroupons et les intégrons dans un programme de mentorat où les mentors peuvent aussi accompagner ces startups, mais aussi, s'ils aiment ces startups, ils peuvent également devenir investisseurs dans ces startups. Nous avons créé un écosystème sur WhatsApp réunissant des mentors de divers pays. Je pense que Denise est aussi mentor sur plusieurs autres projets. Nous allons parler avec des experts du secteur qui ont investi aussi bien à titre personnel qu'au niveau de l'entreprise. Souhaiteraient-ils rejoindre le panel de mentors? Et je pense que le panel de mentors fonctionne uniquement si vous êtes passionné par le fait d'y consacrer du temps. Les mentors sont également rémunérés, car au final, le temps, c'est de l'argent. Ces mentors apportent 20 à 30 ans d'expérience et de conseils aux startups. Il est assez normal qu'ils soient aussi payés pour leur temps. Donc, ce que font ces startups, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en relation les startups. Donc, par exemple, s'il y a une startup technologique qui cherche des conseils, nous allons parcourir notre réseau de mentors et voir qui est la personne compétente qui a des années et des années d'expérience et nous mettrons en relation ce mentor avec la startup qui cherche dans le domaine de la technologie. Ils se mettent en binôme et organisent des réunions régulières. Ils définissent des échéances régulières pour l'exécution de ces projets. Une fois cela fait, certains mentors très enthousiastes veulent investir leur argent dans la plateforme car ils croient au produit. Et je pense que lorsque ces mentors accompagnent les startups et les présentent aux investisseurs, les investisseurs, moi y compris, ont plus confiance pour investir lorsqu'un mentor efficace figure sur le pitch deck car ce sont eux qui forment réellement ces startups à saisir des opportunités. C'est fantastique. Ces écosystèmes sont essentiels au succès. Si l'on observe les plus grandes startups et écosystèmes mondiaux, ce sont ceux dotés de programmes de mentorat et de relations entre écosystèmes comme ceux cités. Selon votre travail dans vos organisations, à vous de choisir celles à mettre en avant, investisseurs ou fonds. Que souhaitez-vous partager avec votre public? Des études de cas précises à présenter? C'est l'élément clé que j'essaie toujours d'apporter. La chaîne. Je pense que nous commençons tous quelque part dans la vie. Et j'ai un message pour les 3 communautés ici. Je ne vais pas dire qu'une communauté est meilleure qu'une autre. Je pense que les startups investissent tous leurs efforts dans l'idée, le processus et sa concrétisation. Beaucoup d'efforts et de sueur ont été investis jour et nuit pour construire quelque chose. Mais je pense que là où les startups doivent vraiment se pencher, c'est de savoir si elles utilisent les bons canaux pour emprunter de l'argent afin de réellement faire avancer leur start-up. Parce que parfois, les startups sont victimes d'agences frauduleuses qui sont facilement accessibles en ligne de nos jours. Elles promettent beaucoup, prennent l'argent de votre start-up, mais n'obtiennent pas le financement. Donc, je pense que pour les startups, il est très important de bien faire vos recherches, de savoir où vous allez, comment vous cherchez, comment vous allez sécuriser cet investissement dont vous avez réellement besoin pour pouvoir grandir et prospérer. Tandis que du côté des investisseurs, comme je viens de le dire, les mentors seraient ceux que je recommanderais à chaque startup
d'avoir au moins un mentor ou quelques mentors pour, dès le début, vous guider tout au long du processus. Et une fois que vous avez atteint cela, du point de vue de l'investisseur, sur 10 investissements que nous faisons en tant qu'investisseurs, 9 de ces investissements échouent en quelque sorte. La raison pour laquelle ils échouent, c'est parce qu'ils n'ont pas le bon mentor pour les guider tout au long du processus. Ces investissements, ils les obtiennent, mais ensuite, ils ne savent pas quoi en faire. Et ce qu'un investisseur déteste toujours, c'est quand on a investi l'argent et que l'argent reste sur le compte bancaire sans rien faire. Nous voulons que cet argent que vous, une fois que nous vous l'avons donné, nous voulons que cet argent soit effectivement réinjecté sur le marché pour générer un certain retour sur investissement afin que nous puissions ensuite voir, d'accord, cette entreprise est vraiment en train de croître. La plus grande frustration que partagent sûrement mes amis investisseurs, c'est quand l'argent reste inactif sur le compte. Quand on demande aux fondateurs ce qu'ils feront de cet argent, ils répondent ne pas savoir. Donc si vous n'êtes pas sûr, pourquoi avez-vous cherché à obtenir cet investissement au départ? C'est là que je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les trois catégories, les investisseurs, les mentors et aussi les investisseurs. Je parle des startups. Il faut trouver l'équilibre. Si tout le monde est sur la même longueur d'onde, plus de startups réussiront. Je pense que ce chiffre de 1 à 10 ralentirait pour devenir quelques chiffres. Oui, c'est un élément clé, je pense, dont les entreprises et toutes les organisations dans le monde des startups, ou même les petites et moyennes entreprises ou les entreprises à forte croissance ont besoin. Donc, je pense que nous arrivons à la fin de notre heure et il y a eu beaucoup de moments inspirants, je pense, grâce à toutes les différentes choses que vous faites. Donc, c'est pour les personnes qui nous écoutent. Et j'ai différents types de publics. Je pense que j'ai des personnes plus sophistiquées, d'autres moins sophistiquées. Le plus important reste sûrement le bon sens. Et je pense que c'est ce que j'aime chez toi, c'est ce bon sens et aussi cette capacité à rester pragmatique pour résoudre les problèmes tout en construisant un écosystème. Alors, parle-nous un peu de certains conseils et peut-être aussi d'une étude de cas ou au moins de ce que tu recommanderais comme idéal aux jeunes ou aux entrepreneurs qui essaient de réussir en ce moment. Je pense que je le répète sans cesse et je suis prêt à partager cela avec les jeunes entrepreneurs qui essaient de construire quelque chose pour eux-mêmes et qui ont beaucoup d'ambition pour vraiment accomplir quelque chose dans la vie. Mais commence toujours par développer ton réseau, car ton réseau, c'est ta vraie richesse. Et si tu construis bien ton réseau, tu trouveras ta vraie valeur. Donc, le facteur le plus important, c'est de commencer à te concentrer sur ton idée d'entreprise. Mets tes idées sur papier. Je dis toujours ça, mets tes idées sur papier. Si tu fais qu'en parler, il ne se passera rien. Mets tes idées sur papier, sélectionne tes idées pour n'en garder que les 3 principales sur lesquelles tu veux vraiment travailler, celles qui éveillent vraiment ta curiosité. Et tu sais qu'il y a un avenir pour ce produit. Une fois que tu as accompli cela, va voir un bon mentor qui pourra vraiment te guider tout au long du processus. Regarde sur LinkedIn, consulte d'autres chaînes d'information, cherche des personnes qui ont réellement réussi dans ce domaine et va leur parler, invite-les à prendre un café et discute avec eux. Établis une bonne relation de mentorat avec eux. Une fois que tu as fait cela, essaie ensuite de développer ton réseau. Participe à des réunions de réseautage disponibles sur Fatsoma et Eventbrite et développe ton réseau. Une fois que tu as fait du réseautage, tu découvriras aussi quels sont les points positifs de ta startup, quels sont les points négatifs et quelles sont les menaces. Quelles opportunités as-tu pour ta startup? Une fois que tu as fait l'analyse complète, des chiffres, alors tu passes par ton mentor, tu comprends et tu construis un business plan autour de ça. Consulte aussi les financements gouvernementaux disponibles pour les startups. Renseigne-toi et fais toutes les recherches possibles. Ne te précipite pas dans quelque chose dont tu n'es pas sûr. Après avoir tout accompli, lance-toi. C'est là que tu connaîtras le vrai succès. Bonne chance. Fantastique. Merci beaucoup, Chandra. Je mettrai les liens vers toutes les différentes organisations ainsi que là où les gens peuvent te trouver. Je suis vraiment reconnaissant et très inspiré aussi parce qu'il s'agit de rendre les choses moins complexes et, comme tu l'as dit, de construire cet écosystème de différentes manières. Et à travers ta chaîne. Et aussi à travers ta dernière remarque et à travers ta chaîne, j'aimerais dire à toutes les startups qui cherchent à franchir les frontières, au-delà des frontières, de nous contacter. Bien sûr, Denise transmettra les informations plus tard. Mais si vous cherchez à vous développer au-delà de l'horizon, pas seulement basé au Royaume-Uni, mais que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter.
Si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je serai heureux de vous rencontrer autour d'un café ou autre, de discuter avec vous et de vous aider là où je le peux. Merci beaucoup. Merci.